Il y a un mystère assez fascinant dans le monde de la tech. Linux est absolument partout. Il fait tourner la majorité d'Internet, les plus gros supercalculateurs et même les smartphones Android dans nos poches. Et pourtant, sur les ordinateurs de bureau, les PC qu'on utilise tous les jours, il est quasi invisible. Alors on va décortiquer ensemble pourquoi le système d'exploitation qui est sans doute le plus puissant du monde ne s'est jamais vraiment imposé sur nos bureaux. Pour bien comprendre, il suffit de regarder les chiffres. Ce graphique illustre le paradoxe de manière assez brutale. On voit bien que Linux écrase la concurrence sur les serveurs web et les smartphones, avec environ 70% de part de marché à chaque fois. C'est énorme. Mais alors, regardez cette dernière barre. Sur les PC, on peine à atteindre les 4%. L'écart est juste abyssal. L'objectif de cette analyse, c'est donc de comprendre ce grand écart. On va explorer ensemble les raisons qui se cachent derrière ces chiffres, des gros contrats commerciaux jusqu'à la simple perception des gens, pour essayer de résoudre cette petite énigme. Allez, on commence par la raison numéro 1, la plus importante, et ce n'est peut-être pas celle qu'on croit. Le principal obstacle pour Linux, ce n'est pas un problème de performance, ce n'est pas technique, non, c'est quelque chose de bien plus simple, de bien plus terre-à-terre, c'est une question de business. Et voilà le cœur du problème. Quand on va acheter un ordinateur portable ou une tour dans n'importe quel magasin, que ce soit un Dell, un HP, un Lenovo, eh bien Windows est déjà installé dessus. C'est le réglage par défaut. Pourquoi? Parce que Microsoft a des accords en béton armé avec tous les grands constructeurs. Du coup, pour l'immense majorité des gens, la question du système d'exploitation ne se pose même pas. C'est là, point. C'est une barrière presque impossible à franchir. Et pour celles et ceux qui voudraient quand même faire l'effort de changer, eh bien c'est là que ça se complique. Il faut se lancer dans un petit parcours du combattant technique. D'abord, trouver et télécharger un fichier un peu bizarre qu'on appelle une image ISO. Ensuite, il faut transformer une clé USB en clé de démarrage. Et l'étape finale, la plus intimidante, c'est d'aller fouiller dans les entrailles de la machine le fameux BIOS pour lui dire de démarrer sur la clé. Franchement, pour un utilisateur lambda, c'est juste trop compliqué, ou en tout cas, ça n'en vaut pas la peine. On passe maintenant à un autre facteur, qui est un vrai paradoxe. Ce qui fait la plus grande force de Linux, c'est aussi, d'un point de vue marketing, sa plus grande faiblesse. Et cette chose, c'est le choix. Le truc, c'est que le Linux, ce n'est pas un seul et unique produit comme Windows ou macOS. C'est en fait toute une galaxie de versions différentes, qu'on appelle des distributions. Il y a Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, Arch, et la liste est encore très très longue. Chacune a sa propre vision, son propre design, ses propres outils. Pour quelqu'un qui débute, c'est comme entrer dans un immense supermarché pour acheter du café et de se retrouver face à 200 marques différentes. La paralysie par le choix, c'est quasi assuré. Et voilà la conséquence directe de tout ça. D'un côté, on a Windows et macOS. Le message est simple, le marketing est géré par une seule boîte, il y a un visage unique et reconnaissable qui rassure. Et de l'autre, Linux. Des messages qui partent dans tous les sens, un marketing fait par des passionnés, des communautés, il n'y a pas un seul visage. C'est génial pour la liberté et la diversité, mais pour le grand public, c'est juste confus. On aborde maintenant un argument massu, celui qui, bien souvent, met un terme à toute discussion de passer à Linux pour beaucoup de professionnels, de créatifs ou même d'étudiants. C'est le mur de la compatibilité logicielle. Et ce mur, il est bien réel. Des logiciels qui sont des standards absolus dans le monde du travail, comme la suite Adobe, Photoshop, Premiere, Illustrator, ne tournent tout simplement pas sur Linux. Point. Pareil pour Microsoft Office. Oui, il y a des alternatives gratuites et excellentes comme LibreOffice, mais quand on travaille en entreprise, la compatibilité parfaite avec un document Word ou Excel complexe n'est jamais garantie à 100%. Et puis, pour les gamers, c'est aussi un problème. Beaucoup de gros jeux en ligne sont bloqués à cause de leur logiciel anti-triche qui ne fonctionne que sur Windows. Il faut aussi parler du poids de l'histoire, de l'image de marque. La perception de Linux est encore aujourd'hui façonnée par des stéréotypes qui ont la vie dure, même s'ils sont, pour la plupart, complètement dépassés. Ça, c'est l'image que beaucoup de monde a en tête quand on dit Linux. Un écran noir, du texte vert qui défile à toute vitesse, des commandes qu'on dirait sorties de la matrice. Cette fameuse ligne de commande, elle a longtemps été le seul moyen de parler à la machine, et cette réputation de truc de hacker, ça lui colle à la peau. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir. Des distributions modernes, comme Linux Mint par exemple, sont aussi simples et intuitives à utiliser que Windows, voire plus. Tout se fait à la souris dans une interface graphique super claire. Le terminal, pour une utilisation de tous les jours, on n'a quasiment plus jamais besoin de l'ouvrir. C'est un mythe, mais un mythe tenace. Par contre, il faut être honnête, il y a un défi technique qui persiste. Même si ça va beaucoup mieux, c'est le support du matériel. Les fabricants, ils ne se donnent pas toujours la peine de créer les pilotes, les fameux drivers pour Linux. Les cartes graphiques Nvidia, par exemple, ont longtemps été un casse-tête. Et il peut encore arriver qu'une imprimante ou un scanner un peu exotique refuse tout simplement de fonctionner. Bon, alors après tout ça, on pourrait se dire que la situation est bloquée pour de bon. Mais pas si sûr. Il y a plusieurs tendances assez récentes qui pourraient bien être en train de changer la donne pour Linux sur le bureau.
Regardons ces 3 facteurs. Le premier, c'est le Steam Deck. Cette console de jeux portable de Valve tourne sous Linux. Et pourtant, elle fait tourner à la perfection des milliers de jeux qui ont été conçus pour Windows. C'est une preuve immense que Linux est devenu une super plateforme de jeu. Deuxièmement, la question de la vie privée. La collecte de données de plus en plus intrusive de Windows 11 pousse pas mal de monde à chercher des alternatives plus respectueuses. Et enfin, le cloud. On utilise de plus en plus nos applications directement dans le navigateur. Dans ce monde-là, le système d'exploitation qu'il a en dessous devient de moins en moins important. Au final, on en revient toujours à cette conclusion. Le problème de Linux, ça n'a jamais été un manque de puissance, de sécurité ou de flexibilité. Son véritable obstacle, il est commercial. Il lui manque une stratégie unifiée, une force de frappe marketing pour se retrouver préinstallé sur les PC en magasin. Suite à l'explication du paradoxe de Linux, je vais vous montrer comment installer Linux Mint. C'est la distribution que je conseille, parce que vous avez plusieurs distributions Linux, mais je pense que la plus conviviale et la plus populaire est la distribution Linux Mint. Là, au jour où je fais cette vidéo, c'est la version 22.3 de Linux Mint qui est en valeur. Donc voilà. Bon, je rappelle qu'il faut tout d'abord rentrer dans votre BIOS pour désactiver le boot secure. Et oui, parce qu'en général, les distributeurs d'ordinateurs préconisent l'installation de Windows exclusivement. Donc vous avez un flag à décocher pour justement ne plus être obligé d'installer que Windows sur l'ordinateur. Mais pour installer donc Linux Mint. Alors une fois que vous aurez booté soit sur le DVD que vous aurez téléchargé sur le site de Linux Mint, soit vous vous êtes fait une clé USB pour démarrer l'installation de Linux Mint. Je vous recommande de le faire à partir d'une clé USB, ça sera plus rapide. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire cette clé USB, ben vous me contactez, puis on trouvera une solution ensemble. La solution, c'est que ce sera de vous expliquer par exemple comment graver le DVD, mais le mieux ce sera que vous me fassiez parvenir une clé USB vierge et que je vous installe donc cette installation sur la clé. Et vous n'aurez plus qu'à modifier votre BIOS pour démarrer sur cette clé USB justement et faire l'installation. Et donc là, à partir de ce moment, je vais vous montrer comment se passera cette installation. Donc voilà, vous avez booté sur la clé USB, par exemple. Vous cliquez 2 fois sur Install Linux Mint. Voilà, petite roue crantée de couleurs qui vous montre que la machine fonctionne. Bon, je couperai les moments un peu longs au montage de la vidéo. Ou j'accélérerai. On verra ce qui est le plus pratique. Donc voilà, vous choisissez votre langue. Français pour moi. Donc là, vous choisissez le clavier français. Bon, en principe, on a un clavier français AZERTY. Alors, il faut cliquer là pour installer les codecs multimédia. Codecs qui seront obligatoires pour écouter des bandes de son ou voir des vidéos, bien sûr. Bon là, il précise qu'il prépare des pilotes Ubuntu. Mais moi, je vous recommande d'installer Linux Mint. Il y en a qui disent Ubuntu, mais bon,
comme j'ai dit préalablement, hein, la version la plus conviviale, c'est Linux Mint. Donc, évitez d'installer Ubuntu. Alors, on va effacer les disques et installer Linux Mint. Bon, pour vous, ce sera peut-être, vous aurez le choix d'installer Linux à côté de Windows, chose que je ne recommande pas, parce que pour ma part, la première fois que j'ai testé Linux, je l'ai donc mis à côté de Windows, et 3 jours après, j'ai tout effacé, j'ai tout recommencé, parce que j'ai carrément abandonné Windows. Donc, on efface le disque, on installe Linux Mint. Bon, bien sûr, on demande confirmation. Hein. Bon, bien sûr, auparavant, vous aurez sauvegardé vos photos, vos documents, même vos favoris, les mots de passe, etc. Hein. Alors, moi, je suis sur Paris, donc je continue là. Moi, je suis pas sur Paris, mais je suis dans le fuseau horaire Paris. Mon nom, là, je marquais des mots. Hein. Alors, ouvrir la session automatiquement, à part si vous travaillez en entreprise où vous voulez taper un mot de passe pour que n'importe qui ne puisse pas accéder à votre ordi. Hein, si vous êtes chez vous, avec des personnes de confiance autour de vous, vous ouvrez directement la session, hein, sans mot de passe. Maintenant, pour le mot de passe qui sera pour accéder au système, hein, quand vous aurez quelques commandes à faire au niveau système ou quelques mises à jour importantes, on vous demandera un mot de passe. Donc moi, je vous conseille de mettre un mot de passe relativement court, voire très court. Moi, perso, hein, j'en mets un avec un seul caractère, hein, un seul chiffre. Bon, bien sûr, il faut activer le clavier numérique hein, si vous voulez taper un chiffre. Donc voilà, hein, j'ai mis mon nom, là, hop. Il me dit que le mot de passe est trop court, mais ça c'est pareil, hein, il acceptera quand même. On continue. Et voilà, c'est parti pour l'installation. Bon là, vous aurez des affichages hein, pour vous expliquer un petit peu à quoi vous attendre. Mais j'insiste bien sur le fait que la distribution Linux Mint ne vous sera pas désagréable par rapport à Windows. Hein, parce que l'utilisation se fait par échange. Hein, vous avez fenêtre, des explications, comme sur Windows. Hein, à part... bon, je connais pas trop les autres distributions, mais je crois que Fedora Linux ou autre, ou Arch Linux, ça c'est plutôt en ligne de commande. Et ça, vous n'allez pas aimer du tout. Parce que les lignes de commande, hein, c'était Linux au tout début. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont un frein par rapport à Linux, parce qu'ils ont encore en tête cette gestion par ligne de commande. Au niveau Internet, hein, vous aurez tous les navigateurs que vous aviez sur Windows, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la plupart des logiciels d'accès Internet sont les mêmes, à part que sous Linux, vos logiciels tourneront beaucoup mieux, car Linux est beaucoup moins lourd que Windows, sans compter que vous n'êtes pas obligé, même vous ne devez pas défragmenter les disques, parce que Linux gère très bien le disque dur, sauf cas très particulier, vous n'aurez pas besoin de mettre un antivirus. Ben oui, hein, Microsoft mettait des virus pour vendre les antivirus. Mais comme Linux est gratuit, ben, il n'y a pas de profit et de logiciel pour faire du profit. Bon, pour la lecture des vidéos, vous avez aussi VLC comme sur Windows.
Mais moi perso, j'utilise Celluloid, qui fonctionne très bien. Alors c'est pas non plus nécessaire de rajouter des logiciels qui serviront pas alors que vous avez la même chose à la base de Linux, quoi. Bon, dans VLC, vous pouvez faire d'autres choses que d'écouter des vidéos. Dans ce cas, oui, vous pourrez l'installer. Vous avez GIMP, hein, qui est le petit frère de Photoshop. Bon, je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctionnalités, mais faites-moi confiance. Parce que Photoshop, c'est vraiment une usine à gaz. Et donc, hein, pour vous expliquer, vous voyez, cette vidéo de démonstration, je la fais sous Linux, bien sûr. Sous Linux, c'est tous les outils nécessaires pour faire le traitement vidéo, traitement photo, etc. Alors, comme je vous disais, hein, vous aurez les mêmes logiciels pour vos contacts. Alors à savoir aussi que si vous avez un vieil ordinateur qui soi-disant ne tourne plus sur Windows 11 ou Windows 12, petite parenthèse, hein, ils ont arrêté Windows 10, ils vous ont conseillé Windows 11 et maintenant on est déjà à Windows 12. Peut-être que dans 3 mois on aura Windows 13. Bon là vous avez l'équivalent de Microsoft Office. Mais vous aurez aussi une autre gestion qui s'appelle OnlyOffice, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, mais qui se rapproche plus de Microsoft Office. Hein, ceux qui veulent vraiment que ce soit tout pareil. Mais le travail résultant de ça sera le même. Hein. Vous voyez, il y a 30 000 applications gratuites, mais je pense que ce nombre augmente de jour en jour, hein, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se mettent à Linux. On va dire les programmeurs qui font les logiciels pour Linux sont dans le monde entier. Hein. Vous n'avez pas qu'un petit bureau où il y a des mecs qui travaillent sur Linux. Hein. D'où la force de Linux, hein, d'avoir, comment dire, un éventail important d'utilisateurs et qui participent à l'élaboration des logiciels. Si vous avez des applications propres à Windows, vous pourrez quand même les lancer par un émulateur Windows. Moi je pense par exemple à votre comment ça s'appelle, votre GPS de voiture, hein, si vous avez acheté un GPS avec une application Windows pour le mettre à jour, eh bien, vous pourrez continuer à mettre à jour votre GPS en passant donc par notamment Win pour exécuter votre logiciel GPS qui tourne sous Windows. Bon, bien sûr, hein, vous pourrez personnaliser votre bureau, vos caractères, la grosseur des titres. En cas, je vous ferai un petit aperçu là, à la fin de cette vidéo. Je ne pourrai pas tout vous montrer, bien sûr, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Mais je vais vous montrer une base. Alors, contrairement à Windows, qui mettait les mises à jour que pour Windows, ou éventuellement pour Microsoft Office, Linux met à jour Linux donc, et toutes les applications que vous avez installées. En même temps. Je vous montrerai en bas, on a un petit écusson. Quand vous avez un point rouge sur cet écusson,
c'est qu'il y a des mises à jour. Donc vous lancez les mises à jour. Si à la fin de ces mises à jour, Linux vous demande de redémarrer l'ordinateur, c'est qu'il a modifié le noyau de Linux, la base, le cœur de Linux. Donc il faudra redémarrer le système. Et pour gagner de la place sur le disque, eh bien, effacer les anciens noyaux. Je vous montrerai ça aussi. Bon, on peut trouver de l'aide dans différents forums. Alors là, moi je dis attention, parce qu'il y a des gens pleins de bonne volonté qui participent, mais les conseils sont pas toujours nickel. Je ne veux dégrader personne, hein, parce que chacun fait de son mieux. Mais je vous dis, il faut être attention. Mieux, si vous avez un problème sous Linux, c'est de taper votre recherche dans le moteur de recherche du navigateur internet, et vous aurez des conseils, mais évitez les forums, évitez. Ça, c'est mon avis, hein, maintenant. Il y en a qui peuvent aimer les forums, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de discussions, et souvent pour tomber à côté de la plaque, donc voilà. Alors, sur Linux, vous pourrez aussi installer WhatsApp, Telegram, Signal. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà, hein. Bon, comme on a installé, il demande de redémarrer. Ce que l'on va faire. Il va nous demander de... Voilà, hein. On retire, bon, soit le DVD, soit la clé USB que vous avez mis pour installer Linux Mint. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Et voilà notre Linux Mint qui redémarre. Et voilà. Donc, hein, vous avez les explications que je vous conseille de lire. Hein. Bon, moi, j'en ai plus besoin, donc je décoche pour afficher cette page au démarrage. Voilà. Donc, vous voyez, là, je vous parlais de l'écusson, avec le point rouge, pour dire qu'il y a des mises à jour. Là, bon, moi, c'est mon connexion au réseau. Bon, vous aurez la Wi-Fi. Enfin, je pense que vous avez la Wi-Fi. Hein. Moi, cette connexion au réseau directement, parce que je suis comment dire, c'est un émulateur, hein, en machine virtuelle. Donc, il considère que je suis câblé. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le navigateur Brave plutôt que Firefox. Donc celui-ci, je vais faire un clic droit dessus et je désépingle du panneau. Là, tiens, je vais vous faire utiliser un petit peu le terminal. Je pense que ce sera le seul moment dans votre vie où vous aurez besoin d'utiliser ce terminal. Et encore, ce n'est pas obligatoire. Mais bon, je vous montre, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué. Je vous explique. Sur Windows, il fallait défragmenter le disque pour que les logiciels ou les fichiers utilisés le plus fréquemment soient en début de disque. Question de rapidité. Sous Linux, ce n'est pas la peine de défragmenter le disque. Parce que quand vous modifiez un fichier, par exemple, eh bien, Linux va réécrire le fichier modifié à côté du fichier original. Comme ça, pour le cas où il y a une coupure de courant intempestive, eh bien, vous aurez encore le fichier original. Et si tout s'est bien passé, eh bien, il va effacer le fichier original et il va vous garder le fichier modifié. Mais comme il aura été écrit à côté, il n'est pas fragmenté, il est écrit d'un bloc. Donc, pas besoin de défragmenter. Voilà.
Donc alors, sous Windows, pour savoir quel fichier à mettre au début de disque, le système Windows allait écrire la date de dernier accès à chaque fichier. Pour dire, bah, celui-là, il a été modifié telle date, etc. Vu que ça n'a plus lieu d'être sous Linux, d'autant plus si vous avez un disque SSD, on va donc désactiver cette date de dernier accès. Alors là, je vais vous demander de faire un petit peu comment dire, j'ai oublié le nom, un peu de commande de terminal, donc, vous tapez sudo nano /etc /fstab. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous faites entrer. On vous demande votre mot de passe. Et oui, parce que vous rentrez dans le système, là. Il ne faut pas que n'importe qui il touche et il fait n'importe quoi. Donc, moi j'ai mon mot de passe. Pensez bien à mettre votre clavier numérique. Voilà. Là, par contre, la souris ne fonctionne pas. Hein. Vous descendez avec les flèches. Et là, vous mettez sur le E de error et vous tapez no a time en un seul mot, virgule. Hein, ça veut dire no access time. Donc il n'y a pas la date de dernier accès. Elle est inutile. Pour sauvegarder, vous faites CTRL O, vous validez par entrée, et CTRL X pour en sortir. Si vous voulez vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises, faites flèche du haut, entrée, on voit qu'on a bien le no a time, virgule, impeccable. Donc CTRL X pour sortir, et tout est bon. Là on fait exit. Et voilà. Alors ceci fait, vous avez un carré là. On va cliquer dessus. Alors, il nous propose de mettre l'utilitaire de restauration de système. Cet utilitaire, en fait, vous permet de sauvegarder le système. J'ai pas dit vos fichiers, j'ai dit le système. Mais moi, finalement, je trouve que l'installation de Linux Mint est tellement simple et rapide que c'est pas la peine de s'emboucaner encore avec un truc de ce genre. Donc j'ignore ce relevé. Par contre, pour tout ce qui est vos fichiers, vos photos, vos documents, pensez à les sauvegarder de temps en temps, soit sur clé USB, soit sur disque externe. Mais ça, vous le faisiez déjà sur Windows. Parce que ne pas oublier que même si Linux fonctionne très bien, si un jour votre disque il est HS, il faudra bien que vous ayez des sauvegardes. Donc voilà, ça je peux fermer. Maintenant, vous voyez l'écusson avec le petit point en rouge, c'est les mises à jour, chose très importante. Je clique dessus. Alors, on la met dans... On vous informe qu'il y a une mise à jour dans le gestionnaire de mise à jour, donc on valide. Je vais éternuer. Excusez-moi. Alors, en bleu, là, il demande si on veut utiliser un miroir de dépôt local. Alors, je vous explique. Bon, je ne sais pas où se trouve la base de Linux, mais admettons que ce soit en France ou ailleurs, peu importe, là je n'ai aucune idée. Et donc il va vous demander d'utiliser un dépôt local, c'est-à-dire ce truc va ramener les mises à jour, d'où est la version originale de Linux, va vous le ramener, alors soit en Allemagne, soit en Italie, soit je ne sais pas où. Mais moi, comme je dis, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et moi, si j'ai des mises à jour à faire, je vais les chercher où elles sont à l'origine. Je n'ai pas besoin d'un dépôt local. Donc ça, je dis non. Et j'insiste bien là-dessus.
Autrement, vous risquez d'être embêté plus tard. Mettez non. Voilà. Donc maintenant, on va appliquer la mise à jour. Vous voyez, le mot de passe, et oui, on rentre dans le système. Hein. Donc, mot de passe. Bon, donc voilà, je m'identifie. Et voilà, les mises à jour. Eh bien, on va installer les mises à jour. Mot de passe, hein, toujours. Vous voyez l'intérêt de prendre un mot de passe très court. Moi qui pendant qu'il travaille, je vais vous montrer comment aussi modifier l'affichage de la date. Donc je fais clic gauche non perdu, c'est un clic droit, voilà, configurer. Vous pouvez utiliser un format de date personnalisé. Alors, vous voyez, vous avez mercredi, virgule, février 18, virgule. Alors le pourcent A, c'est mercredi. La première virgule, je la vire. Là, je vais mettre le pourcent E, qui est le jour. Vous voyez, 18, donc février. Donc ce pourcent E là, ben, je le vire. Je mets un pourcent Y majuscule. Vous voyez, pour avoir l'année en entier. Hein, si vous mettez Y minuscule, vous aurez que 26 au lieu de 2026. Virgule, l'heure et les minutes, c'est très bien. Voilà. On copie ça. On le met ici. On colle. Et voilà. On peut fermer. Vous voyez, mercredi 18 février 2026. Pendant que j'y suis aussi, ben on va faire un clic droit là. On va modifier l'arrière-plan du bureau. Bon, maintenant, hein, les goûts, les couleurs, hein, chacun a les siens. Donc, bon, moi j'aime bien... Qu'est-ce que je vais mettre? Quand vous aurez installé Linux, vous pourrez mettre vos propres photos, bien sûr. Tiens, on va mettre celui-là pour changer un peu. Voilà, hop là. Vous voyez, il apparaît derrière. Bon, moi j'aime pas trop quand c'est trop coloré comme ça. Tiens, je vais mettre celui-là plutôt. Allez. Voilà. Après, vous avez aussi, là, si vous venez ici, dans le menu démarrer, donc, vous cliquez gauche, vous tapez thème. Bon là ça rame un peu hein, parce qu'il installe en même temps. Hein. Donc moi j'aime bien le thème sombre. Non, hein, c'est vous qui voyez. Parce que avec le thème normal, quand vous travaillez le soir, vous prenez un flash blanc dans les yeux, c'est pas toujours très agréable. Donc moi je préfère le sombre. Voilà. Après, vous venez ici, là, dans ce qu'on appelle la barre des tâches. Sous Linux, ça s'appelle le panneau. On fait un clic droit. Oui, un clic droit. Paramètres du système. Oui, on peut modifier les polices. Bon, faites attention à ce que vous faites quand même. Bon, police des fenêtres. Ben, je vais cliquer dessus. Alors, mes fenêtres, c'est le titre des fenêtres d'en haut là. Je vais un peu l'agrandir. Je vais le mettre à 11. Ouais, ça suffira. Donc regardez bien en haut, là ça devrait s'agrandir. Et voilà, vous voyez, clac.
Mais après, vous agrandissez comme vous voulez, hein, selon vos choix. Hein. Bon, pour ça, c'est fini. Ensuite, pendant qu'il travaille toujours, on fait un clic droit sur le bureau et on va personnaliser. Alors, sur mon bureau, arrangement automatique, moi je décoche. Hein, parce que si vous avez mis un dossier à un endroit, c'est pour qu'il y reste, pas pour qu'il soit déplacé à tout bout de champ. Donc voilà. Paramètres du bureau. Alors, je veux que soit affiché la corbeille, l'ordinateur et les dossiers personnels. Si vous avez qu'un écran, vous décochez celui-là. Et voilà. Bon, attends, je vais un peu déplacer les fenêtres pour vous montrer ce que je fais. Vous voyez là, on a notre corbeille à cet endroit-là. On peut les rapprocher du bord. Hein, pour gagner de l'espace libre sur votre bureau. Allez, je mets bien au bord. Voilà. Je ferme ça. Bon, moi j'aime bien que la poubelle soit en haut. Ça en dessous. Et ça ici. Alors ça, les dossiers personnels, sur le bureau, vous cliquez 2 fois dessus, hein, pour avoir vos dossiers personnels. Alors qu'ici, en cliquant qu'une seule fois, vous les avez aussi. Bon, l'installation est bientôt finie. Voilà. Donc, vous voyez, comme il a modifié le noyau de base de Linux, il nous demande de redémarrer. Donc, on redémarre, hein, on écoute hein, sagement. On redémarre. Donc voilà, hein, on a la souris. Hop là. Donc apparemment, tout s'est bien passé. On attend quelques secondes que s'affichent les cuissons. Le terminal, hein, je vous ai montré la commande sudo à faire. Maintenant, on n'en a plus besoin. Donc ça, on fait un clic droit et on le désépingle du panneau. Sachant qu'on l'aura toujours ici. Hein, si on va dans Administration, on devrait l'avoir. Terminal, oui, vous l'avez ici. Alors, est-ce que je vous conseille, là, dans Administration, Moniteur Système, faites un clic droit dessus, et vous l'ajoutez au panneau. Hein, je vous rappelle que le panneau, vous voyez, c'est la barre des tâches, enfin, l'ancienne barre des tâches. Vous cliquez dessus, et vous allez dans les ressources, voilà, pour afficher un peu... on voit un petit peu ce qui se passe sur votre ordi, hein, l'utilisation des CPU, de la mémoire, le réseau, s'il fonctionne bien, etc. Je réfléchis ce que je peux vous dire encore. Ah oui, donc vous voyez, il nous a demandé de redémarrer le système, parce qu'il a modifié un noyau. Donc vous venez sur cet écusson, je clique gauche, je fais affichage, noyau Linux. Bon là il y a un blabla hein, que je vous conseille de lire. Supprimer des noyaux. Vous voyez, il nous propose de supprimer cette version. Bon, on a vu que notre ordi fonctionnait normalement, hein, donc il n'y a pas besoin de garder cet ancien noyau, donc on applique. Et le fait de supprimer ce noyau, ça va nous faire de la place sur le disque. J'applique. Voilà, il nous dit ce qui vire. On continue. Mot de passe,
de sécurité. Et voilà. Donc voilà, hein, là si on revient à supprimer des noyaux, on voit qu'il n'y a plus rien. On ferme. Et tout s'est bien passé. Alors, maintenant, on va voir comment installer des logiciels. Hein, sachant que vous avez par défaut, vous voyez, si on va dans bureautique, on a le LibreOffice, hein, qui sont les semblables de Microsoft Office. Le graphisme, vous voyez, on a dessin, numérisateur de documents. En parlant de ça, si vous avez une imprimante avec j'oublie mes mots moi, un scanner, on va donc bon, je vais le chercher parce que je sais plus. Le numériseur de documents, voilà. Moi, ce que j'aime bien, comme je m'en sers de temps en temps, je fais un clic droit et je vais le mettre non pas au panneau, ni sur le bureau, mais dans les favoris. Les favoris, oui, c'est là à gauche. Voilà. Je vais monter un peu ça pour vous montrer. Vous voyez, on a le numériseur qui s'est mis là. Donc je répète, hein, c'est pour numériser des documents. Bon, vous avez l'éditeur de texte, hein, pour ceux qui ont besoin de taper du texte, calculatrice, agenda, etc. Et vous avez la Logitech. C'est là où vous avez tous les logiciels gratuits. On clique dessus. Bon, là, la mise à jour va être un petit peu longue parce que hein, je viens de créer une machine virtuelle, donc il n'a rien en mémoire encore. Il va comparer les logiciels qui sont installés sur la machine et les 30 000 logiciels disponibles dans la banque de données, ou la base de données, comme vous voulez. Voilà. Bon, vous avez des logiciels hein, recommandés par défaut, mais ça vous faites bien ce que vous voulez. Bon, moi par défaut, je sais qu'il y a Thunderbird pour la boîte mail. Thunderbird qui fonctionne très bien, mais il y a mieux. Vous voyez, il y a Betterbird. Donc ce que je fais sur Thunderbird, ben je supprime. Mot de passe, sécurité toujours. Je reviens en arrière et je vais installer Betterbird que je vous conseille. L'utilisation est pratiquement la même, hein, mais bon, c'est mieux, hein, c'est tout. Hein, donc on installe. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne chaque application. Hein. Quand vous lancez Betterbird, il vous demandera votre adresse mail, votre mot de passe, etc. Hein. Si vous avez plusieurs comptes, ben vous créez plusieurs comptes. Voilà, voilà. Pour le navigateur internet, je vous conseille Brave parce que je pense qu'il est très sécurisé. Quand vous allez sur YouTube voir des vidéos, ben Brave vous supprime les publicités intempestives hein, qui vous coupent les vidéos en cours de route, ce qui est relativement chiant. Avec le navigateur Brave, vous pouvez même accéder au Tor. Et voilà, donc Betterbird a été installé. Alors pendant qu'on est là, moi j'aime bien avoir sous la main les logiciels que je me sers souvent. Donc je vais dans mon menu démarrer, là, je vais taper messagerie Betterbird et je mets le raccourci sur le panneau. Vous voyez, hop, il apparaît ici. Maintenant, je vais chercher Brave, navigateur que je vous recommande. Donc voilà, on va mettre Brave.
on installe. Voilà. Donc là, ben, pareil pour Brave, hein, je vais dans le menu démarrer, si on peut dire ça. Je tape Brave. Voilà, et je le mets à mon panneau. Voilà. Ça, je le réduis pour l'instant. Je lance Brave. Je vous montre là, je vais désactiver certaines choses qui sont fournies avec et qui ne sont pas obligatoires. Alors, il vous demande un mot de passe. Je pense que c'est pour une sécurité internet. Donc moi je rentrais le même mot de passe que pour accéder au système. Hein. C'est histoire de ne pas mélanger les pinceaux. Hein. Donc vous tapez le mot de passe. Continuez. Et ça, il vous demandera qu'une fois par session, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, définir Brave comme navigateur par défaut, oui. Importer des paramètres, ben, non. On verra plus tard. Bon, allez, je vais apporter mon aide pour les diagnostics en cas de plantage. Par contre, je ne veux pas partager mes données personnelles. Terminé. Voilà. Alors là, vous désactivez, vous voyez les statistiques, moi je m'en fous. On masque. L'actualité, je m'en fous, je masque. Les récompenses de Brave, je m'en fous, je masque. Les appels privés, moi j'appelle avec mon téléphone, pas besoin de ça, donc je masque aussi. Les recherches, ben, moi j'aime bien utiliser le moteur de recherche classique. Hein. Donc, alors les images d'arrière-plan, bon allez, oui, bon, ça va vous faire voyager un petit peu. Afficher les annonces, oh là là, je suis fatigué aujourd'hui. Ça j'ai pas besoin. Voilà. Actualité de Brave, non. Donc l'horloge, oui, ça par contre, on va la faire afficher l'horloge. Voilà. Et les recherches, j'ai oublié. Elles sont où mes recherches? Ah voilà, recherche désactive. L'horloge, est-ce que je l'ai bien mise? Ah oui, elle est là-haut, je la vois pas, je la voyais pas. Voilà, vous voyez l'horloge, elle est là. Ensuite, bon, je vais pas vous faire un cours sur Brave, mais bon, par exemple, hein, on va aller dans les paramètres. Bon, reprendre, vous vous y arrêtez. Sinon, vous pouvez mettre une page spécifique, hein, ça c'est vous qui voyez. Alors, je me suis pas paumé. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis fatigué, donc c'est pas que j'ai pas les yeux en face des trous, mais je fatigue, comme on dit. Alors, vous voyez, vous pouvez faire la saisie automatique du mot de passe. Le moteur de recherche. Moi, je vous conseille d'utiliser Brave. Hein. Et dans la gestion des moteurs de recherche, moi, je vous conseille de garder mon Brave, compte. Google, oui, parce que ça peut servir. DuckDuckGo, oui. Bing, ça, moi, je supprime. Startpage, je supprime aussi. Et Ecosia aussi. Après, vous allez dans les extensions, on s'en verra après. On va aller dans les téléchargements. Alors, on va toujours télécharger au même endroit, hein, c'est-à-dire dans votre nom et dossier téléchargement. Demander ou enregistrer le fichier, ben non, parce qu'on va toujours enregistrer au même endroit. Et afficher le téléchargement une fois terminé, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc si on revient dans le navigateur internet,
on va chercher extension. Alors, visitez le Web Store. Moi, je vous conseille de mettre la traduction automatique, c'est très utile. Donc, moi, je mets celle-là. Hein, donc, alors, oui, là, j'ai pas tout parce que je suis en petit écran. On ajoute à Google Chrome. Bon, c'est bref, hein, mais c'est pas grave. Alors, ajouter l'extension. Voilà. Donc, une fois que l'extension est ajoutée, vous voyez, on la voit pas là, mais elle est là. Donc là, on clique dessus. Vous voyez, on a la punaise. Donc, on va mettre l'extension, on va la fixer. Voilà. Bon, ça, on dit oui. Et donc, l'extension, elle est où? Attendez. Google Traduction. Ah, voilà. Vous voyez, on a ici Google Traduction. Ça, afficher la barre latérale, moi je désactive ça. Recherche dans les onglets, je désactive aussi. Portefeuille, allez, je masque, j'ai pas besoin. Bon, là, quand vous venez dans les paramètres, bon, j'avais dit que je voulais pas vous rentrer dans les détails, mais bon. Extension, moteur de recherche, ben non, ça c'est bon. Le téléchargement, je l'ai fait. Non, non, mais c'est bon. Hein. Bon, ça en cas, vous me demanderez hein, si vous avez besoin de précision hein, pour ce paramétrage de Brave. Alors, je reviens dans la Logitech. Alors, vous allez dans Administration. Et vous cherchez. Bon, si vous ne voulez pas afficher, vous tapez Logi. Hein. Voilà, vous avez la Logitech ici. Voilà. Alors, par exemple, hein, je vous montre un exemple. Hein, pour vous chercher GIMP, par exemple, pour gérer vos images. Bon, GIMP, c'est celui-là hein, que je recommande d'installer. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais bon, vous installez. Pour gérer vos photos, vous avez, j'ai oublié le nom, Shotwell. Vous tapez S-H-O-T-W-E. Comme ça, voilà. Alors là, je vous recommande. Alors, vous avez oui, des versions 4.1 et 3.8. Bon, apparemment, la dernière, c'est celle-là. Mais moi, je vous recommande d'utiliser, si c'est possible, les applications avec le FlatHub ou le Flatpak. Donc, je prends celle-là. J'installe. Donc, ça sera pour gérer vos images. Bon, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment fonctionne Shotwell, parce que bon, là, j'ai pas de photos sur ma machine virtuelle. Et ça, quand vous lancerez, vous verrez, hein, vous verrez, pardon, il faut que je m'arrête, moi. Il me faut des vacances. Il vous demande où est votre fichier image, il va récupérer les images, etc., etc. Je réfléchis à ce que j'oublie. Bon, vous avez différents outils qui sont très bien, que je ne vous dis pas, parce que bon, moi par exemple, j'ai téléchargeur de vidéos, parce que je télécharge très souvent des vidéos pour vous les montrer. Et après, vous avez des outils comme MKV Toolmix, qui sont pour supprimer les sous-titrages des vidéos que vous auriez téléchargées, etc., etc. Bon, Shotwell, par exemple, hein,
Ben lui pareil, hein, on va le prendre là-dedans. Et comme je m'en sers souvent, je vais le mettre, je l'ajoute au panneau. Vous voyez, il s'est mis là. Bon après vous avez Cadence Live, si vous faites des vidéos, ou des montages vidéo. Vous voyez, Cadence Live, pareil, hein, là, je vous recommande le flat. Vous avez, si vous téléchargez avec du torrent, vous tapez Qubit torrent, si je fais pas des bêtises, voilà. Voilà, c'est pareil, vous voyez, vous avez Qubit torrent, et vous avez la version avec le Flatpak. Donc je prends ça, voilà, puis vous pouvez l'installer. Bon, chose que je ne vais pas faire. Ben, je réfléchis à ce que j'ai oublié de vous dire. Ben, je pense que je n'ai rien oublié. Dernier réglage à ne pas oublier. Vous allez dans le menu démarrer, vous allez dans administration et vous cherchez, allez, on va chercher démarrage, démarre, voilà, application lancée au démarrage. Donc vous avez l'agent des clés, bon ça il faut le laisser. Le Blueman, hein, si vous avez un Mosu, il faut le laisser. Si vous avez une imprimante, ben ça, il faut le laisser aussi. Gestion des mises à jour, bien sûr, il faut le laisser. Relevé du système, je vous ai dit que moi je désactivais au démarrage, donc ça, on n'en a plus besoin. Même je l'enlève carrément. Non seulement je désactive, vous voyez, mais je l'enlève aussi en cliquant sur moins. Voilà. Le support NVIDIA, moi, par test, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux garder des pilotes Linux que des pilotes NVIDIA. Parce que des fois, j'ai des problèmes avec les pilotes NVIDIA que je n'avais pas avec les pilotes Linux. Donc ça c'est pareil, je désactive et je vire. Comme ça fera des choses à lancer au moins au démarrage. Voilà. Ça il faut le laisser. Voilà. Ensuite, dernière chose, je crois. Comment ça s'appelle? Alors on va chercher défaut. Voilà, application par défaut. Alors, vous voyez, on a changé Thunderbird par Butterbird. Bon, ben ça, Linux en est rendu compte, donc il a pris en compte Butterbird. Par contre, on a toujours les deux navigateurs, le Firefox et le Brave. Et moi, je vous recommande de mettre le Brave en navigation par défaut. Et pour tout le reste, je pense que c'est bon. Voilà, les amis. Écoutez, moi, je vous garantis que je suis ravi d'utiliser Linux Mint. Et c'est très interactif comme Windows, en fait. À part que c'est beaucoup moins lourd. Même, je dirais même beaucoup moins lourd que Windows. Et que c'est très agréable à utiliser. Voilà, les amis. Hein. Et comme sur Windows, hein, pour l'arrêter, vous allez dans ce qu'on appelle le menu démarrer. Là, vous éteignez la machine. Alors, vous pouvez soit redémarrer, soit mettre en veille. Bon, là, on va éteindre. Allez, les amis. Je pense pas avoir des choses à rajouter à cette vidéo. J'espère que vous aurez tout bien compris. Et sinon, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Allez, ciao, ciao!